Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je remercie beaucoup le comité d'histoire de la ville de Paris et le professeur Jean-Claude Dion et Madame Aigné de leur invitation à prendre la parole ce midi dans le cadre de cette exposition. C'est une mission précise qui m'a été confiée, tenter de faire vivre en un peu moins d'une heure le répertoire littéraire de Sarah Bernhardt et évoquer la relation avec ses auteurs favoris et la façon dont elle les a défendus toute sa vie. Mission redoutable, puisque ces auteurs se comptent par dizaines, des plus anciens, Shakespeare, Molière, Racine, aux plus modernes, et qu'on appellerait aujourd'hui des auteurs de l'extrême contemporain, Ibsen à son époque, D'Annunzio, Zudermann, Mirbeau, Maeterlinck, Hervieux. Entre ces deux pôles, Sarah Bernhardt a joué Marivaux et Beaumarchais, elle a joué Musset et Hugo maintes fois, elle a joué George Sand, Dumas fils, Meillac et Halévy, qu'elle a fait triompher. Mais dans cet ensemble, qui s'étend sur 3 siècles de création dramatique, il faut isoler 2 noms. Ceux de Victorien Sardou et d'Edmond Rostand. Pourquoi ? D'abord parce qu'avec 7 pièces pour le premier et 3 pièces pour le deuxième, ils font figure de favoris. Mais surtout parce que ces pièces, ils les conçoivent pour elles. Ils les écrivent pour elles. C'est à elles qu'ils songent sans relâche pour les composer. C'est elles, enfin, qu'ils cherchent avec obstination et dévotion à mettre en valeur. Et c'est donc à ces 2 génies que je voudrais consacrer les minutes que vous voulez bien m'accorder. Ils se sont mis chacun au service du génie de l'actrice, en même temps qu'à son tour, elle servait leur génie à eux. Je vais m'arrêter brièvement pour commencer au parallélisme et au contraste tout à fait saisissant qui rassemble ces 2 figures dans la destinée de Sarah Bernhardt. Puis j'essaierai ensuite de brosser à grands traits tout ce qui lui ont permis d'incarner à la scène, généralement pour son plus grand succès. Et puis, dans le temps principal de ma présentation, je voudrais vous emmener dans 3 scènes de théâtre qui ont particulièrement frappé les contemporains, 2 scènes d'animaux et 1 scène de fenêtres. Mais d'abord, 2 génies parallèles. Partons, si vous voulez bien, de ces 2 images, si elles arrivent, voilà, que vous avez à l'écran. À gauche, que voyez-vous? Le buste en bronze de Victorien Sardou, qui est magnifiquement exposé à côté d'ici, qu'exécute l'actrice en 1900, un buste qui, comme le dit Cécilie Champy dans le catalogue, est à la fois réaliste, on voit le visage anguleux, les cheveux extrêmement bien montrés, et en même temps un peu symboliste et art nouveau, puisque au bas du buste, on voit 2 figures allégoriques. À gauche, la tragédie, sous les traits de Sarah Bernhardt, et à droite, la comédie, sous les traits de l'actrice comique Réjeanne, qui supporte le buste de Victorien Sardou. À droite, vous avez une photographie très rare qui a été exhumée par Madame Cantarouty et son équipe et qui nous montre Sarah Bernhardt à l'œuvre, occupée, l'année d'avant sa mort en 1922, à sculpter l'autre dramaturge qui lui fut cher, Edmond Rostand. Je reviendrai sur cette 2e image. Alors, pardonnez-moi ici de vous dire 2 ou 3 choses extrêmement banales, mais ce n'est tout de même pas rien que de faire le buste d'amis qu'on a beaucoup aimé et admiré. Nous avons coutume aujourd'hui de bombarder nos amis de selfies. On ne traverse pas une exposition sans prendre des photographies, on se plante devant les tableaux pour prendre des photos. Et si nous rencontrons dans la rue Leonardo DiCaprio ou Julia Roberts, évidemment qu'on leur demande un selfie. Mais nous les emmenons rarement chez nous pour faire leur buste. Il n'est pas besoin d'être grand spécialiste de la statuaire pour rappeler que la tradition du buste remonte aux empereurs romains, et avant à la Grèce bien sûr, d'ailleurs empereur romain déifié, et que le geste de sculpter un buste en ronde bosse suppose une vénération presque cultuelle. Combien de théâtres, combien d'opéras du XIXe siècle ne s'ornent-ils pas sur leur façade
des bustes de grands compositeurs ou de grands dramaturges de l'histoire avec leurs attributs symboliques. Mais nous sommes ici devant un cas tout à fait singulier et probablement, j'en sais rien, mais probablement unique dans l'histoire. Une actrice sculpte le buste des auteurs qu'elle a joués. Il ne doit pas y en avoir beaucoup d'autres. Y a-t-il plus belle marque de reconnaissance, de dévotion et de respect? Mais dans la photographie de droite, que je vais essayer d'isoler, non, ça c'est trop vite, voilà, celle du buste de Rostand, je crois discerner davantage encore. J'ai été extraordinairement ému de trouver ce document très rare dans le catalogue qui a été exhumé à la Bibliothèque historique de la ville de Paris. C'est une photo tardive, il y en a une version filmée à la fin de l'exposition, qui est l'année qui précède la mort de Sarah Bernhardt en 1923, et on la voit occupée à achever le buste en plâtre d'Edmond Rostand en habit d'académicien. On voit le geste de la sculptrice, mais ai-je raison d'y voir aussi une tendresse affectueuse, comme une caresse de la main droite, dans un prodigieux face-à-face par-delà la mort, car Rostand n'est plus là depuis 4 ans. Il a été emporté par la grippe espagnole, et c'est donc aussi une sorte de mémorial aux morts que cette effigie. C'est un geste presque maternel, c'est un Rostand de jeunesse qu'on voit ici, pas tout à fait le tout jeune homme qu'il était quand il est venu voir Sarah Bernhardt en 1894 à l'âge de 26 ans pour lui proposer sa première pièce. Il est déjà académicien, ce qu'il est devenu en 1901, à 33 ans. Mais il est encore juvénile et fringant, on le sent bien. C'est un hommage à un jeune poète qu'elle fait, dont il contribua par La princesse lointaine et par L'Aiglon, il contribua par ces 2 pièces à parfaire la gloire de l'actrice. Et puis il y a une dernière raison de s'émouvoir devant cette photographie. Le buste que vous voyez là a disparu. Vous ne le verrez pas dans l'exposition. Il est introuvable, et vous pouvez faire confiance à Madame Cantarouty et à son équipe d'avoir déplacé ciel et terre pour essayer de l'avoir à l'exposition. On ne sait pas où il est. Donc, cette disparition de ce buste ajoute une dimension de spectralité à cette rencontre déjà spectrale par-delà la mort. C'est la réunion entre une actrice encore vivante et un jeune poète disparu, dont l'effigie même qu'elle a sculptée est promise à la perte. Sarah Bernhardt, donc, a sculpté 2 bustes des 2 dramaturges qu'elle aura le plus joués à Paris comme en tournée dans le monde entier et qu'elle aura le plus défendu. Et ce fait à lui-même invite à les considérer ensemble, alors même qu'à première vue, leur génie respectif semble à des années-lumière l'un de l'autre. Je me suis amusé à mettre en parallèle une espèce de petit tableau qui n'est pas du tout scientifique, mais qui aide peut-être à penser 2 ou 3 choses. Je ne sais pas si c'est là où je peux changer de micro pour... Est-ce que vous m'entendez toujours bien? Ça va? Alors, vous voyez, ce qu'on voit à gauche, donc en jaune, c'est Sardou, à droite, c'est Rostand. La première chose qui frappe, c'est qu'ils ne sont pas de la même génération. Sardou est mort à 77 ans en 1908, Rostand est né en 1868. Ils sont donc de générations différentes. Sardou a 50 ans lorsque Sarah joue son premier drame, Fedora, en 1882. Sardou est un auteur confirmé lorsqu'elle le joue, et Sarah lui sert de consécration. Sardou est une gloire qui est née sous le Second Empire. Il est surtout prosateur. Sarah ne prononce pas un seul vers chez Victorien Sardou, et il est du côté, disons, de la santé. Je le dis un peu rapidement comme ça. Il est du côté de la gloire, de la richesse, de la fécondité. Et Sarah est une muse joyeuse chez lui, même si elle
Elle est très tragique hein, dans ses œuvres, hein, mais elle embrasse ses rôles avec joie. Chez Rostand, c'est tout le contraire, pourrait-on dire. Pas de la même génération. Il a 26 ans lorsque Sarah joue son premier drame, La princesse lointaine en 1895. Il est un auteur donc débutant et Sarah lui donne son élan premier. Sa gloire naît sous la Troisième République et surtout, la chose la plus importante, il est poète. Sarah ne prononce que des vers chez Rostand. Il a la gloire, mais lui, il est du côté de la maladie, il est très très vite déprimé, très vite mélancolique, très vite neurasthénique, et elle passe toute la fin de sa vie à lui, à essayer de lui redonner le courage d'écrire et de continuer à créer pour lui. Alors ça fait deux contrastes très brutaux, mais qu'il faut compléter de ce que j'ai mis en vert en bas, c'est-à-dire des points communs tout de même. Ce sont deux auteurs donc promus au fait de la gloire par Sarah, deux auteurs enrichis financièrement par elle, ils deviennent tous les deux riches en partie grâce à elle. Ce sont deux auteurs souvent attaqués et qu'elle a tous les deux dû défendre. Ce sont deux auteurs passionnés par la mise en scène. Donc, ce n'est pas des hommes de cabinet, de bibliothèque. Hein. Ils vont sur la scène, ils règlent des détails, ils aiment le théâtre, le vrai théâtre des planches. Ce sont deux académiciens. L'un devient académicien à 46 ans, l'autre en 33 ans, grâce à Cyrano en particulier. Deux auteurs souvent méprisés par la génération de l'avant-garde symboliste. Et puis deux auteurs souvent associés par Sarah dans les tournées, c'est-à-dire qu'il peut tout à fait arriver qu'un soir, aux États-Unis, elle joue l'un et puis ensuite l'autre, ou un acte de l'un et un acte de l'autre. Alors vous voyez qu'on a ici un ensemble tout à fait saisissant de parallélismes et on rêverait d'avoir un grand historien comme Plutarque, auteur de Vie parallèle, pour essayer de mettre en contraste Sardou et Rostand, hantés par la même muse et qui s'éclaireraient l'un avec l'autre. Par-delà les formes diverses qu'ont connues leur génie, ce qui unit véritablement ces deux auteurs, c'est le rôle qu'ils donnent à leur muse, la façon dont ils organisent leurs pièces pour elles. Voilà ce qui leur est profondément commun. Alors, je rappellerai très rapidement ce qu'on leur doit. Donc, voilà les 7 pièces à gauche écrites par Victorien Sardou pour Sarah et les 3 par Rostand. Donc, Fédora, Théodora, La Tosca, Cléopâtre, Gismonda, Spiritisme et la sorcière, et pour Rostand, La princesse lointaine, La samaritaine, et l'aiglon, je n'ai pas besoin de vous dire que chaque fois elle occupe le premier rôle, c'est une évidence. Alors, il est très difficile de tirer de grandes leçons générales sur ce corpus que je vous mets là un peu aridement, mais je voudrais vous montrer que ce corpus, je voudrais vous montrer au fond deux choses, que ce corpus marque une traversée de l'histoire du monde et par ailleurs qu'il marque une traversée géographique du monde. Commençons par la géographie. Vous aimez l'Égypte au 1er siècle avant Jésus-Christ? Eh bien, Cléopâtre vous attend dans son palais, entouré de serpents bien sûr, et sur fond de pyramide que Sardou dessine dès ses premières esquisses. Peut-être que vous préférez une antiquité plus tardive, plus chrétienne. Alors Photine, la samaritaine de Rostand, se tient près du puits de Jacob, et vous verrez même Jésus sur scène. Peut-être que vous aimez mieux encore le monde byzantin, qui remporte vos faveurs, sans doute. L'impératrice Théodora, 6e siècle, ressuscitée par Sardou, vous accueille sur les bords bleutés du Bosphore. Ou bien sa Gismonda, toujours le monde byzantin, mais tout à la fin, qui se trouve dans l'Athènes florentine de 1451, ou même, toujours Byzance, mais un peu plus tôt, à Tripoli du Liban,
où elle est, la princesse lointaine de Edmond Rostand, sur les chemins de la croisade. Mais vos inclinations vous portent peut-être plus encore vers, ça c'est Athènes, l'Athènes de 1451. Je reviendrai sur l'enfant à qui il va arriver des choses affreuses tout à l'heure. Et voici l'Espagne de l'Inquisition, le portique de la cathédrale de Tolède, devant laquelle Sarah Bernhardt, alias Zoraya, va se faire brûler vive à la fin de la pièce. Mais peut-être que vous aimez mieux la Révolution et l'Empire, alors la Tosca à Rome, à la toute fin du XVIIIe, vous intéressera, ou la Vienne de l'Aiglon, où s'étend l'ombre mélancolique de Napoléon. Et la Russie, elle est là aussi, puisque Sarah joue Fédora avec les anarchistes et quelque chose de plus contemporain au XIXe. Et si décidément tout ce passé vous rebute, il vous reste quelque chose de très contemporain, spiritisme de Sardou, où on retrouve le Paris d'aujourd'hui, enfin de l'aujourd'hui de la fin du XIXe, avec des accidents de train, des couples désunis et qui se retrouvent par-delà la mort. Alors, on ne s'étonne pas devant ce petit panorama de voir que la critique a parlé de diorama ou de kaléidoscope de l'histoire à la fin du XIXe pour évoquer, en effet, juste avant l'arrivée du cinéma, cette espèce de gigantesque fresque de l'histoire que Sarah Bernhardt présente à la scène. Alors ça, c'est l'aspect, si vous voulez, géographique. Et maintenant, disons un mot sur ces héroïnes de l'histoire que va incarner chez Sardou et Rostand cette actrice. Parce que ce n'est pas seulement le monde qui est le diorama, c'est aussi les actualisations de la femme. Vous voyez dans ce corpus une Sarah tour à tour et parfois simultanément dans une même pièce. Impératrice et prostituée, Théodora. Pharaon et humble amoureuse, c'est la même. Sainte de vitrail et sensuelle égoïste, la princesse lointaine. Hautaine et sacrificielle, toujours la princesse lointaine. Meurtrière, mais par l'effet d'une légitime jalousie qui invite à la vengeance. Mère jusqu'à la folie, je reviendrai à l'enfant, et amante jusqu'à la perdition. Mélancolique et pourtant très agissante. Mûre et rouée, mais pourtant innocente et prime sautière. Sarah disait elle-même à propos de Fédora, sa première pièce avec Sardou, Fédora, la création de Sardou, c'est toutes les femmes. Et c'est ça qui l'intéresse chez ces auteurs, pouvoir être toutes les femmes, dans une espèce de génie de métamorphose absolue. Alors, on trouve évidemment, j'ai essayé de le montrer là à l'instant, des situations constamment paroxystiques où l'héroïne embrasse la pire des ignominies, des sommets de douleur et par conséquent aussi des sommets de vengeance. Elle est aussi torturée qu'elle torture elle-même, souvent traîtresse et trahie, souvent et simultanément bourrelle et victime. Et tout ceci s'actualise évidemment dans des moments cruciaux de tous ces drames qui sont la mort et l'amour. Parfois d'ailleurs ensemble, comme à la fin de Cléopâtre ou de la princesse lointaine. C'est pourquoi Sarah Bernhardt, et vous le verrez tout le temps dans l'exposition, ne cesse de mourir. Et elle ne cesse de tuer, bien sûr aussi, la mort reçue et la mort donnée, constituant bien entendu de ces sommets paroxystiques où son public l'attend et que les deux auteurs ne s'en sont pas privés de lui donner, au point d'ailleurs d'avoir été moqués. Alors vous voyez ici le moment où le méchant Zacharias est décapité par Sarah Bernhardt à la fin de Gismonda, et c'est là où les gens, la critique, s'est mise à un peu se moquer.
car Madame Sarah Bernard, écrit en critique, ayant dans divers drames perpétré divers meurtres par le poison, le poignard, le revolver, la carabine et le fusil, il fallait trouver autre chose. Et M. Sardou a trouvé la hache. Voilà. Et comme aussi nous l'avions vu mourir de toutes les façons possibles, l'auteur, pour changer, a imaginé ceci, qu'elle ne mourrait pas cette fois, mais qu'elle serait heureuse et qu'elle épouserait celui qu'elle aime. Et c'est encore une fort bonne idée, car il est vraisemblable qu'une pièce qui finissant mal aurait 200 représentations, elle en aura 300 ou 400 si elle finit bien. Alors ça, on voit qu'il y a un peu de sel dans l'éloge, et c'est le même sel, mais un peu plus cruel, que l'on trouve chez le grand dramaturge anglais Bernard Shaw, dont je vous lis la version française. Madame Sarah Bernard a choisi de parcourir le monde en faisant semblant de tuer les gens à coups de hache et d'épingles à cheveux pour gagner, je présume, des montagnes d'argent. Je lui souhaite tout le succès possible, mais à moins qu'elle ne me paye grassement, je ne la traiterai certainement pas d'actrice de premier rang. Comme tout critique qui se respecte, je refuse d'être acheté pour rien. Alors, Shaw, socialiste très marqué, hanté par la misère anglaise, en particulier à Londres, ne supportait pas Sarah Bernard et ne supportait pas Victorien Sardou. Toutes ces reines puisées dans l'histoire ne lui semblaient sans valeur, et il condamnait férocement ce théâtre pour son artificialité et son éloignement du réel moderne. Comme le dira exactement à la même époque Maeterlinck, dans un article important qui s'appelle « Le tragique quotidien », nous ne sommes pas, enfin espérons-le, à chaque minute de notre vie en train de fuir une épée dégainée, un poignard qui est sorti d'une poche ou une coupe remplie de poison que notre mari ou notre femme nous tend. À croire ces deux dramaturges, c'est pourtant ça qui arrive tout le temps dans des situations qui forcent leur héroïne à aller à chaque instant au bout d'elle-même et à dépasser les limites encore et encore de ce qu'elle est par une surenchère de passion, de souffrance, de sacrifice ou d'oblation. Mais comment se priver de ce que Sarah Bernard savait mieux faire que personne ? C'est pourquoi leur tragique à eux, contrairement à ce que dit Maeterlinck à la même époque, n'est pas un tragique quotidien, c'est un tragique toujours exceptionnel à la mesure d'une actrice d'exception. Alors ça, c'est mon rapide panorama que je vous annonçais et qui nous permet d'observer dans un deuxième temps maintenant nos auteurs à l'œuvre, à défaut d'observer malheureusement l'actrice, puisque malgré les quelques films qu'on voit, on n'a pas beaucoup on les voit très peu dans le répertoire que je vais vous évoquer maintenant à l'aide de trois scènes. Alors, on va commencer, si vous voulez bien, par Cléopâtre, et je vais lire la dernière scène de Cléopâtre, drame, je vous le rappelle, de 1890. Vous savez tous, je n'ai pas besoin de le rappeler, j'espère, comment Cléopâtre meurt. C'est une des choses quand même dont on se souvient. Et voyons comment Sardou a écrit la mort de Cléopâtre. Cléopâtre, reposant doucement Antoine sur les coussins, il vient de mourir, n'est-ce pas? C'est fini. Et cette bouche adorée m'a parlé pour la dernière fois. Elle baisse ses lèvres. Allons, Cléopâtre, à ton tour. Elle ouvre le couffin. Charmian ira, c'est les suivantes, fondant en larmes et l'implorant à genoux. Oh, maîtresse, Cléopâtre. Silence, Charmian. Courage, Boniras. Elle écarte les feuilles et attire à elle l'aspic. Et toi, joli reptile, éveille-toi. Elle prend le serpent et l'agite au bout de son bras. Viens t'attacher ici comme l'enfant sur le sein de sa mère.
Elle lui tend ses bras, les dents serrées. « Viens, Charmian. Oh, reine !» Cléopâtre s'engourdissant. « Je vais m'endormir. Je le sens bercé comme au courant des flots, sous le ciel, sous le clair soleil. Je suis sur le Cydnus et je vais au-devant d'Antoine. Tu es là, Charmian? Oui, reine. Cléopâtre à Charmian. Ouvre la porte. Le vaillant César n'a plus rien à craindre. Antoine est mort. Qui m'appelle? Toi, mon héros? Patience, me voici. Je viens, mon royal seigneur. Patience, me voici. Elle meurt en souriant. Rideau. Alors, c'est pas drôle du tout. Il s'agit ici d'une magnifique scène d'amour et de sacrifice. Mais ne nous y trompons pas. Il faut penser à Shakespeare, bien sûr, quand on lit ça, et au grand Anthony and Cleopatra de Shakespeare, qui se termine, bien sûr, comme ça aussi. Sauf que chez Shakespeare, la pièce s'appelle, dont Sardou, qui a toujours dit qu'il ne s'était pas inspiré de Shakespeare, s'inspire évidemment parfaitement, la pièce de Shakespeare s'appelle Anthony and Cleopatra, pas Cléopatra. Et c'est toute la différence est là. En mourant chez Shakespeare, Cléopâtre fait un geste politique, en même temps qu'amoureux. C'est-à-dire qu'elle lutte contre l'asservissement de l'Égypte envers Rome. Et elle est aussi amoureuse d'Anthony. Et ma collègue Monique Dubar l'avait dit il y a à peu près 20 ans merveilleusement, chez Shakespeare, la femme était toujours reine, chez Sardou, la reine est toujours femme. Et la différence est palpable. C'est-à-dire que le point focal de Sardou, vous le voyez bien là, c'est la femme privée de son amour. Il n'est pas question de Rome et d'Égypte dans tout ça. Et c'est ça qui intéresse le public. Elle seule, et c'est assez, dit le grand critique de l'Écho de Paris, Henri Boer, dont on a une très belle photo dans la 2e ou 3e salle de l'exposition. La mort légendaire suffit à faire le spectacle. Mais Sardou en demande encore davantage, ça suffit encore pas de mourir. Il faut penser au serpent, bien sûr. Je vous avais dit que je vous parlais de deux animaux. Alors, le serpent, que faire du serpent? Eh bien, il se trouve que le serpent qui tue Sarah Bernhardt dans Cléopâtre est vivant. Et vous avez une image là d'un journal anglais de la mort de Cléopâtre, c'est Sarah Bernhardt, dans la Cléopâtre de Sardou, et on va lire la critique du Temps par Francisque Sarcey. On attendait avec la plus vive impatience l'aspic vivant. Cette fois, le serpent n'était pas en carton. Ce n'était pas davantage un serpent automatique qui, au moyen d'un ingénieux ressort, remuait sa queue pour faire illusion au spectateur. Les choses ne pouvaient se passer de la sorte dans la Cléopâtre fin de siècle et gagnée par le réalisme au théâtre. Quand il est sorti de son panier, on suivait ses mouvements avec tant de curiosité qu'on n'avait plus Dieu pour la grande artiste dont la mort très belle a été, pour ainsi dire, perdue. Il s'agissait bien de Marc-Antoine et de Cléopâtre en ce moment. Oui, messieurs et mesdames, on ne vous avait pas induit en erreur. Tout ce qu'il y a de plus vivant, ce petit serpent, on l'a vu ramper une seconde sur la gorge de Cléopâtre, puis j'arrive pas à lire, voilà, hop, s'enfoncer lentement, le voluptueux sous les plis de la tunique. Comment le talent d'une vraie comédienne aurait-il pu lutter contre ce petit phénomène? Cette mort, cette agonie douce, sans space et sans secousse, tout ça, il est perdu par ce petit polisson d'aspic vivant dont on cherchait les contours sous la tunique de Cléopâtre. Quelle leçon pour ceux qui s'imaginent que tout doit être vrai au théâtre! Donc, il y a un grand danger de mettre des serpents vivants sur scène. Il risque de vous voler la vedette, et si vous êtes allé dans l'exposition, vous savez que Sarah Bernhardt n'aime pas qu'on lui vole la vedette. Donc, lorsque 4 ans plus tard, il s'agit à nouveau d'amener un autre animal,
un tigre dans Gismonda, elle se garde bien de demander qu'il soit vivant. Alors, vous allez me dire, c'est plus facile d'amener un serpent sur la scène de théâtre parisien en 1890 que des tigres, mais elle se garde d'amener le tigre dans Gismonda. Alors là, il faut rappeler un tout petit peu ce dont il est question. La duchesse d'Athènes, Gismonda, veuve mais mère d'un petit garçon de 7 ou 8 ans, sort du couvent où elle est allée faire ses dévotions le matin, mais elle a des ennemis qui veulent son pouvoir et qui surtout ne veulent pas que le petit garçon devienne à son tour duc d'Athènes, et notamment le méchant Zacharias qui machine de jeter l'enfant dans la fosse aux tigres. Et c'est ça que je voudrais lire avec vous. Gismonda, elle se dirige vers le banc pour sortir et s'arrête inquiète à regarder vers la droite. Ce Grégoras est fou de tenir l'enfant penché sur la citerne. S'il lui échappait, elle appelle Grégoras. Ah, il est trop loin, elle n'entend pas. Nourrice, cours vite et dis-lui que je défends. Thisbé sort vivement. Au même instant, Gismonda pousse un cri horrible. On entend au loin des cris de femmes, des voix d'hommes avec des intensités différentes, suivant ce qui se passe, cris de joie ou de peur. « Ah, mon fils, mon fils !» Tous tombés. L'enfant ? Ils s'élancent tous dehors. Cypriella, dans la citerne. Gismonda, affolée, tournant le garde-fou pour s'élancer sur le sentier, au baron. « Mon enfant ! Sauvez-le ! Sauvez mon enfant ! Ma couronne et moi, à qui le sauve. Je suis à qui le sauve. Je le jure. » Cypriella avec joie. « Quelqu'un a sauté dans la citerne. » Gismonda se cramponnant au garde-fou. « Oui, oui, je le vois. Qui est-ce » Cypriella. Je ne sais, voyez, mère. Voyez, il le couvre de son corps, l'épieu dans la main. Gismonda, oui, je le vois. Ah, le brave cœur. Ah, Dieu bon, Dieu grand, viens lui en aide. Gismonda à l'évêque qui s'est agenouillé au pied de la croix. Ah, mon père, priez pour nous. Ah, Vierge, toi qui es mère, aie pitié de nous. Grâce, mère, pitié, pitié. Tous avec joie. Ah, Gismonda, sur l'épieu, dans la gorge. Ah, c'est bien ça, bien. Vois, l'épieu a traversé le cou. Cypriella. Oh, comme il se tord et mord l'épieu. Oui, tu peux mordre. Va, mords, le fer, mords tant que tu voudras. Tu ne peux plus te déférer à présent. Silence au loin. Eh bien, où va-t-il, lui? Il recule? Non, son couteau. Ah, oui, oui, c'est ça. Va. Mais qu'est-ce qu'il attend? Mais frappe, frappe donc. Avec un cri de joie, répété au loin. Ah, dans l'œil. Oh, que c'est bien. Riant. Dans l'œil de la brute qui tombe. Grand cri de joie. Au fond, l'évêque se redresse. Morte. Gismonda. Morte. Ah, Dieu bon, Dieu grand, Dieu sauveur, merci, merci. Elle tombe à genoux et prosternée au pied de la croix. Bon, c'est fabuleux. Alors, c'est une scène étonnante et qui porte, bien sûr, pas trace de ce tigre nulle part. Hein. Aucun spectateur ne voit le moindre tigre. Mais c'est justement ça qui est extraordinaire. Hein. On devine... D'ailleurs, au passage, ce qui a été beaucoup reproché à Sardou, c'est-à-dire un texte qui disparaît presque complètement, c'est plus que des onomatopées, des exclamations, des silences, de la stupeur, des cris, et au fond, c'est presque une émotion à l'état brut, quasi inarticulée, hein, presque de la pantomime. Et on voit combien Sardou s'en remet à Sarah Bernard pour tout faire. Hein. Le spectacle du tigre n'est pas visible, mais c'est elle qui le rend visible par ses mimiques. C'est elle qui, si j'ose dire, doit tout faire pour qu'elle rende visible cet horrible moment. Et elle sait en effet tout faire, y compris cela. Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire sur
la ressemblance, lorsqu'on regarde ce texte, simplement le texte sans le dire, comme je l'ai dit, il ressemble beaucoup à certains textes de Maeterlinck, et qui était à l'opposé du spectre du chant théâtral de l'époque, bien que contemporain, et que Sarah a aussi joué du Maeterlinck. Donc, dans la citerne, ça fait penser à l'anneau qui tombe dans la citerne, dans Péléas et Mélisande, ces suspensions, ces hésitations. Et Patrick Beignet avait, il y a 20 ans, signalé cette espèce d'étrange ressemblance ou intérêt de Sardou pour Maeterlinck, et de Maeterlinck d'ailleurs pour Sardou également. Deux animaux, je vous avais dit que je terminerai par un objet, par une fenêtre, et nous allons terminer, parce qu'il y a eu beaucoup de prose, par quand même un peu de poésie, et nous tourner vers le poète de notre duo, c'est-à-dire Edmond Rostand. Alors, Edmond Rostand écrit ce drame, La princesse lointaine, qui est joué pour la première fois en 1895 par Sarah, et il l'a écrit en songeant à elle. Et c'est un drame des croisades, puisque le poète troubadour Geoffroy Rudel traverse la Méditerranée pour aller rejoindre les lieux saints, mais surtout rejoindre la princesse lointaine à laquelle, dans un amour de loin exalté, il n'a cessé de rêver toute sa vie, et il s'embarque donc sur un bateau, mais le bateau est la proie de pirates. Bref, quand il arrive enfin à Tripoli du Liban, il est à l'agonie. Et il s'agit d'aller dire à la princesse lointaine qu'il est là, et il doit donc envoyer son fidèle compagnon, Bertrand d'Alamanon, lui dire « Mais je ne suis pas en état de monter au château, il faut que la princesse descende à moi, j'agonise sur le pont du navire. Si je meurs, nous allons hisser la voile noire sur mon bateau. Si je suis encore vivant, la voile restera blanche, ramène-la. » Bertrand combat, monte au château, doit se battre contre les gardes, les défenseurs, en sort blessé, mais finalement arrive, sanglant et en sueur, mais magnifique, devant la princesse lointaine. Et il lui dit, d'abord il tombe follement amoureux d'elle, elle est magnifique dans les costumes que vous verrez dans la salle, la longue salle, et elle le trouve magnifique aussi. Donc il lui dit, mais descendez, retrouvez le poète qui agonise pour vous. Et elle répond cette extraordinaire réplique, la plus belle réplique de tout le théâtre fin de siècle, non. Elle ne descend pas. Et donc elle ne descend pas, elle veut rester là avec lui. Et c'est là ce qu'on va lire ensemble. Parce qu'il y a une histoire de fenêtre fermée qui compte extraordinairement, de façon très très importante. Non, détourne de moi ce regard de langueur. Ce vitrail ouvert, là, sur la mer, me fait peur. Mélissande court au vitrail, le ferme brusquement et s'y adosse. Mélissande, eh bien, il est fermé. Là, je te garde. Fermé, te dis-je, et plus jamais on y regarde. Ignorons, n'est-on pas très bien dans ce palais? Elle descend vers lui. Il y a des parfums dans l'air, respirons-les. De ce palais, jamais, jamais plus tu ne bouges. Tu vois, on a jonché de chaudes roses rouges, le sol fleur de lysée ce matin de lys froid. Le vitrail est fermé, te dis-je, plus d'effroi. J'ai renié la pâle fleur des songeries pour la fleur amoureuse, il faut que tu souris. Qui donc nous a parlé d'une nef, d'un Rudel? Personne, rien, sinon notre amour n'est réel. Derrière ce vitrail, la rive d'or s'échancre d'un golfe bleu tout bleu, sans une nef à l'encre. Un jour, dans bien longtemps, quand nous le rouvrirons, ce vitrail, de nos peurs absurdes nous rirons, car nous ne verrons rien,
Et quelle est cette histoire d'une voile qu'on doit hisser d'étoffe noire? C'est un conte, Bertrand. Le vitrail est fermé. Ne pense à rien, mon bien-aimé. Et pourquoi supposer quelque chose d'horrible derrière ce vitrail? Il n'a pas l'air terrible. Tu vois, il rit avec de l'or et de l'émail. Bertrand, oh, vous ne pouvez que me parler de ce vitrail. Mélissande, mais c'est faux. Je ne veux vous parler. Oh, je t'aime. Je ne veux te parler que de toi, de moi-même. Ne te recule pas, donne tes yeux charmants quand ton regard me fuit. Tu sais bien que tu mens, tu sais bien. Bertrand, je sais bien que ta voix me pénètre. La fenêtre s'ouvre brusquement comme sous une rafale. Mélissande, ah, le vent de la mer a ouvert la fenêtre. Bertrand, la fenêtre est ouverte. Mélissande, allez la fermer. Bertrand, non. J'aurais trop peur de voir la voile à l'horizon. Mélissande, on détourne les yeux et puis on ferme vite. Bertrand, non. Je regarderai, je le sens. Mélissande, se levant pour aller à la fenêtre, en rasant le mur. On évite de se trouver face à face et l'on approche ainsi. Au moment d'arriver, elle hésite, n'ose pas la fermer, recule à pas lents, toujours en rasant le mur, et vient tomber à côté de Bertrand, sur le divan. Il y a un tableau en plus, c'est génial, hop. Et vient tomber à côté de Bertrand sur le divan. Eh bien, restons ici. L'on ne voit rien d'ici. Ensevelissons-nous dans notre amour profond et faisons comme tous les heureux du monde. Ah, que dis-tu? Alors, c'est réglé comme un ballet. Il y a un jeu de scène très important. Il faut que la fenêtre s'ouvre évidemment au bon moment et qu'elle aille se fermer au bon moment. Et évidemment, cette fenêtre participe de la scénographie de façon très marquée. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est une figure, hein, cette fenêtre. Elle n'est pas seulement un accessoire, elle est une figure. Qu'est-ce qu'elle figure? Eh bien, elle figure le tiers important, Geoffroy Rudel, le devoir moral qu'il représente. Et on pourrait affirmer sans rire que la situation dans ce merveilleux palais d'Orient est tout à fait proche de celle du théâtre de boulevard, que Rostand, depuis le Gant Rouge, connaît mieux que personne. Et qu'en somme, cette fenêtre, si j'ose dire, est une porte. La porte, si vous la fermez, les amants sont à l'abri, s'ouvre-t-elle, le mari symbolique arrive de voyage et fait irruption. Situation tout à fait vaudevillesque chez un auteur qui commence sa carrière par du vaudeville. Mais il y a cette part de rêve, de sacralité, parce que cette fenêtre n'est pas n'importe quelle fenêtre, c'est un vitrail. C'est le devoir sacré qu'il représente. En fermant cette fenêtre de l'idéal pour un amour profane, la princesse de Sarah devient la tentatrice, la corruptrice, la femme méchante. Et Rostand pousse très loin ce raisonnement. Il n'épargne pas à son héroïne l'ignominie d'un égoïsme absolu. Ne soyons rien qu'amants. Jusqu'à ce coup du destin, représenté par un deuxième coup de vent, là je vous ai montré le premier, mais il y en a encore un, qui à nouveau rouvre la fenêtre et qui montre que la voile est toujours blanche. La voile est toujours blanche, blanche, sur le ciel bleu, blanche comme un espoir de pardon, parce qu'elle se sent coupable, évidemment. Oh mon Dieu, prolongez la blancheur encore de cette voile, car cette voile blanche est ma suprême étoile. Je viens vers toi, Geoffrey Rudel. Et elle descend au port, il agonise dans ses bras, et elle promet de prendre le voile et de renoncer au monde. Elle est donc rédemption, elle connaît la rédemption en ultime lieu, comme le représente cette merveilleuse reliure de date indéterminée
où on voit justement cette espèce de triomphe presque iconique de la princesse lointaine qui, après avoir été affreusement tentatrice et méchante, devient bien sûr la sainte du vitrail, la sainte de l'icône, quand je vous disais qu'il y avait toujours ces jeux paroxystiques. Alors, j'en suis à ma conclusion, que j'ai intitulée « Sarah la forme ». Alors, volontairement ambigu, la forme comme on dit que quelqu'un a la forme. Parce que, en effet, il y a une vitalité extraordinaire de cette actrice, au sens dramaturgique, au sens de la métamorphose. Elle est, cette dame dont nous célébrons le centenaire de la mort reste extraordinairement vitale. C'est en ce sens-là que je dirais Sarah la forme. Mais aussi Sarah parce que c'est la forme de ce théâtre. Elle est la forme de ce spectaculaire. Elle donne au spectacle sa forme, cette forme unique que Sardou, comme Rostand, on le voit dès les premières rêveries de Rostand, recherchait, tandis qu'à ses yeux, le sujet des drames était secondaire. Ce qui importe, c'est ce que Sarah va pouvoir incarner à la scène. Et c'est pour ça que très rarement, la rencontre entre deux auteurs et l'artiste chargé de les interpréter est aussi accomplie parce qu'elle leur donne la forme qu'ils cherchent. C'est en quelque sorte, puisqu'on a commencé par la statue, c'est en quelque sorte une cariatide qui transporte sur sa tête tout le théâtre de Victorien Sardou et celui de Rostand, et qui, loin des critiques pointilleux qui disaient « oh, c'est des effets faciles », donne une forme visible à leurs rêves. Je dirais pour terminer que si par hasard vous aviez envie de lire ce théâtre et que vous vous dites « mais comment vais-je trouver les pièces de Sardou et de Rostand, ces pièces oubliées ?» Je vous dirais qu'elles existent et qu'elles existent récemment et que vous les trouvez d'une part dans un coffret qui comporte tous les drames de Sardou en 6 volumes chez Classique Garnier, et que les deux pièces qu'on a évoquées, d'une part La Princesse Lointaine et d'autre part La Samaritaine, viennent de paraître aussi chez Classique Garnier. Donc on peut lire du Rostand et du Sardou en imaginant ce que Sarah Bernard a pu en faire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'était un spectacle, encore plus qu'une conférence. Oh, on aimerait la voir, elle, quand même. Quand même. Vous avez fait de votre mieux, c'était déjà bien. Merci beaucoup, un grand merci donc à Guy Ducré, un grand merci à Jean-Claude Dion qui a chapeauté tout ce cycle de conférences et qui a eu la bonne idée d'inviter Guy Ducré. Et puis, juste pour information, a priori, le buste de Sarah Bernard, le buste fait par Sarah Bernard d'Edmond-Resson. Et retrouvé. Non, pas retrouvé. Mais recréé et devrait être installé dans le 17e arrondissement. Grâce au travail d'une association. Et donc, voilà, j'ai pas la date exacte, mais il y a en ligne, vous pouvez regarder sur le site de la ville de Paris, une carte de toutes les statues Paris, toutes les statues de Paris sont géolocalisées puisqu'il y a énormément de statues dans la ville de Paris. C'est un musée à ciel ouvert et donc dès qu'elle sera placée, elle sera indiquée sur cette carte. Donc vous pourrez voir en vrai Edmond Rostand ressuscité par Sarah Bernard. Bref, voilà. Maintenant, la parole est à vous. Oui, vous avez dit que Sardou et Rostand, en quelque sorte, ont écrit des textes pour qu'ils soient joués par elle. Et vous nous avez magnifiquement montré quel type de jeu d'actrice elle pouvait avoir sur scène. Maintenant, dans le cas, par exemple, d'un grand auteur, de Racine, par exemple, puisqu'elle a joué Phèdre pendant toute sa carrière, là, elle devait se mettre au service du texte.
Est-ce que vous pensez ou est-ce que vous savez si cela a modifié son jeu d'actrice? Si Sardou et Rostand ont modifié... Non, si Sarah Bernard, se trouvant dans une situation différente par rapport au texte, qui n'était pas fait pour elle... Alors, il faut poser... Je comprends bien votre question, mais il faut poser la question à l'envers. C'est-à-dire qu'elle commence par être Phèdre et être les grandes tragédiennes. Et c'est là son école. Et donc, la question, qui est très intéressante que vous posez, il faut la retourner. Il faut se demander que garde-t-elle de son expérience racinienne, shakespearienne, etc., lorsqu'elle joue Cléopâtre chez Sardou ou chez Rostand. Et c'est très difficile de répondre à ça. Elle a été à l'école, sa vraie école, c'est les textes classiques français d'abord. Et elle embrasse avec énormément de générosité ces auteurs vivants avec qui elle a le plus de pouvoir travailler avec eux, c'est-à-dire qu'elle vient avec eux, elle écoute leurs conseils, elle écoute ce qu'ils ont rêvé, elle le modifie sans doute un peu, elle met en scène, etc. Donc je pense que l'école tragique, elle précède, elle lui donne la matière pour jouer Sardou et jouer Rostand. Voilà. Une autre question? Personne n'ose. Ah, j'arrive. Ah non, j'ai cru que vous aviez une question. Non, pas de question. Ah. Dans les pièces que vous avez citées, que vous avez présentées, vous avez évoqué de Sardou et de Rostand, il y a une pièce qui est l'Aiglon, où elle ne joue pas un rôle de femme, mais elle joue un rôle travesti, un rôle d'homme. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, je dirais, est-ce que ça change son jeu? Est-ce que elle y déploie les mêmes paroxysmes dans le comportement que dans les rôles où elle joue une tragédienne, enfin une femme menée par l'amour, par le... Alors, je vais vous répondre. C'est une excellente question qui est d'ailleurs représentée dans l'exposition par la section que Mme Cantarouty a prévue sur le travesti. Hein. Il y a une section très importante. Donc d'abord, rappelons que l'Aiglon n'est pas son premier rôle travesti, puisqu'elle joue Hamlet et qu'elle joue Lorenzaccio de Musset. Donc elle embrasse des jeunes gens à qui elle prête ses traits volontiers. Et je ne peux pas répondre directement à votre question, si ce n'est par quelque chose qui m'a passionné qu'elle répond elle-même. Parce que lorsque Rostand vieillit, qu'elle vieillit elle-même, qu'elle est opérée de la jambe, elle voudrait absolument reprendre La princesse lointaine. Et elle lui dit, mais enfin cette pièce, c'est 1908, hein, il faut absolument que vous la repreniez, puis lui, il est déjà à Arnaga, il est malade, il veut bon. Et elle lui dit, mais moi, je ne vais plus jouer la princesse lointaine, je ne vais plus jouer Mélisande, je ne vais plus jouer la princesse, je suis trop vieille, enfin elle ne dit pas ça comme ça, mais elle dit, je ne veux pas jouer la princesse, je veux jouer Bertrand d'Alamanon, le poète agonisant, sur le pont du navire. Et Rostand lui dit, mais non, il faut que vous jouiez... elle dit, je veux jouer Geoffroy Rudel, hein, pardon, j'ai ma langue à fourcher. Je veux jouer Geoffroy Rudel, le poète à l'agonie. Donc, et Rostand lui dit, mais moi, je ne voudrais pas du tout que vous jouiez, au contraire, le séducteur, Bertrand d'Alamanon. Et là, elle répond quelque chose qui me permet de vous répondre. Elle lui dit, non, moi, je ne peux jouer que les jeunes gens intellectuels, rêveurs. Je ne peux pas jouer les grands séducteurs musclés. Et je crois que ça répond en partie à votre question. C'est un type d'homme qu'elle est capable d'incarner, Lorenzaccio, l'Aiglon qui a 17 ans,
justement ces exemples, ou Hamlet, hein, ça va aussi. Moi, je voudrais savoir qui a repris ces rôles juste après elle. Comment pouvait-on reprendre ces rôles qui avaient été créés pour elle? Personne. Personne. C'est ça qui est tellement triste, c'est-à-dire que regardez ça, on essaye désespérément de faire que peut-être quelqu'un dans la salle, quelqu'un qui a des amis d'amis, nous permette de jouer du Sardou. Et ce qui est vrai à l'opéra, où on reprend plein de grands spectacles du 19e, les Massenet, etc., tous ces grands opéras sont repris, mais le théâtre, on a beaucoup, beaucoup plus de mal. Peut-être Jean-Claude veut rebondir en faisant quelques remarques. Non, effectivement, sur cette question des reprises de pièces, il y a tellement d'auteurs. Il y a 32 000 pièces créées à Paris au 19e siècle, donc vous voyez, il n'y a pas 32 000 chefs-d'œuvre, mais il y a beaucoup de pièces magnifiques. Moi, la question que je voulais te poser, en te remerciant pour cette magnifique conférence, sur ces 10 pièces, et peut-être si on laisse de côté un tout petit peu Sarah Bernard, quelle est la pièce qui, toi, te touche le plus? Et puisque en plus tu es à la fois du côté Rostand et du côté Sardou, quelle est vraiment peut-être la pièce, puisqu'on peut maintenant les relire, que tu inciterais à relire en priorité? Alors, moi, je trouve que pour des lecteurs, c'est une question extraordinairement intéressante, pour des lecteurs, et moi, c'est comme ça que je suis venu à Sardou, il faut lire les pièces où la pièce, l'intrigue vous attrape par le bout du nez. Et donc, il faut lire Gismonda, l'histoire du tigre. Il faut lire, mais ça, c'est plus facile parce qu'on l'a à portée de main, la Tosca, mais qu'on peut lire en pièces, hein, ça se lit merveilleusement, la Tosca. Et on peut lire Théodora, qui marche extrêmement bien et qui est en plus un facteur d'exotisme. Alors, c'est pas ça, c'est ce que le lecteur peut faire. Ce qui, moi, me touche énormément, parce que c'est beau, vous avez bien vu, c'est beau, c'est très beau à lire aussi, c'est La Princesse Lointaine. La Princesse Lointaine est un texte magnifique. Rostand est un grand poète dont en quelque sorte, enfin, vous le savez que c'est un grand poète grâce à Cyrano, mais Cyrano a fait un effet peut-être d'aveuglement qui fait qu'on ne lit pas ses autres pièces, mais il faut lire Rostand. Rostand, c'est un grand dramaturge et un grand poète à la fois. Et c'est ça qui vous touche beaucoup. Mais si vous aimez les romans policiers, il faut lire des pièces de Sardou. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Après tous ces tigres, tout le monde a envie d'aller déjeuner. Ou lire. Merci beaucoup.